Le président de la République du Kenya, William Ruto, est arrivé samedi 10 juin 2023 en début de soirée à Djibouti où, à l'invitation de son homologue djiboutien Ismaël Omar Guelleh, il a effectué à la tête d'une délégation de haut niveau de son pays une visite d'État de 48 heures. Le jour suivant, dimanche 11 juin, principale étape de sa visite à Djibouti, le président kényan a été reçu avec tous les honneurs au palais de la République où il a eu des entretiens en aparté avec le chef de l'État suivi d'une réunion élargie de travail qui a débouché sur l'adoption d'une série d'accords bilatéraux, notamment dans le domaine de la coopération énergétique, du tourisme, de la formation diplomatique et des échanges culturels. Djibouti et le Kenya ont en partage des liens privilégiés de solidarité, de coopération et d'amitié tissés par le fil de l'histoire et de l'appartenance commune à la même région. Et les deux pays ont accru de plus en plus également l'œuvre de leur proximité à travers le rôle de fer de lance qu'ils incarnent dans la résolution des principales problématiques à l'ordre du jour dans cette partie du monde, notamment la paix et la stabilité, ainsi que l'intégration économique régionale. À sa descente d'avion à l'aéroport international d'Ambouli, le président kényan a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed en présence du ministre des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssouf, du ministre des Finances Ilyas Moussa Daoualé, du secrétaire général de la primature Neguib Abdallah Kamil et de l'ambassadeur de Djibouti au Kenya Yassine Elmi Bouh et enfin du secrétaire exécutif de l'IGAD Workne Gebeyehu. Après l'accueil, un bref entretien s'est déroulé dans le salon VIP entre le Premier ministre Abdelkader Kamil et le président kényan William Ruto en présence des officiels des deux pays. Et dans le cas de sa visite d'État à Djibouti, placée sous les signes du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux nations, le président William Ruto était accompagné d'une importante délégation de son pays. Le ministre des Affaires étrangères de la diaspora, Dr Alfred Mutua, le ministre de la Défense, Aden Douale, la conseillère à la sécurité nationale, Monica Djouma, et le directeur du cabinet à la présidence accompagnent entre autres le président kényan dans le cadre de cette mission de 48 heures à Djibouti. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a procédé le 19 juin 2023 à l'inauguration de l'extension de l'aéroport international de Djibouti. À travers cet événement, c'est un additif à deux niveaux qui est apporté à notre aéroport. Le premier porte sur un agrandissement à hauteur de 600 m² de son aérogare, la salle de départ et d'arrivée des voyageurs. Il s'agit là d'un accroissement de dimension qui confère à l'aérogare de Djibouti la possibilité de doubler sa capacité d'accueil, passant désormais de 150 personnes à 350 personnes. L'autre additif apporté à l'aéroport de Djibouti se décline sous la forme d'une réhabilitation générale portée sur l'ensemble de ses locaux, désormais flambant neufs. Sur ces volets relatifs à la réhabilitation des locaux, il y a lieu de préciser que les réfections et aménagements opérés ont tous été engagés sur le principe de leur aptitude à garantir des prestations de services placées sous le signe de l'efficience, de la modernité et de la continuité. Avec ces nouvelles réalisations, l'ensemble du bâtiment sur lequel repose le site de l'aéroport est connecté à un débit Internet de haut niveau et jouit d'équipements électriques garantissant une climatisation permanente. Les dispositions adjointes à l'aéroport de Djibouti ont été réalisées par la société FEBCO, établissement marocain spécialisé dans la conception, la construction et l'exploitation d'infrastructures aéroportuaires modernes, et ont été certifiées au couronnement par la société SAFI, société africaine d'ingénierie connue de notoriété internationale pour son expertise en matière de contrôle technique lié à la validation d'infrastructures de développement. Nul doute qu'à travers le renforcement des dispositions de son aéroport, notre pays donne la pleine mesure de sa détermination affichée à relever le défi dans un ordre économique de plus en plus compétitif, aussi bien dans la région, le continent et sur le plan international. À travers le renforcement de ces dispositions aéroportuaires, notre pays accroît indubitablement aussi sa vocation à cadrer avec tous les atouts propres un hub logistique multimodal de transport et de redistribution des biens et des marchandises. waxay bulshadu jiidan
L'année 2023, une année marquée par les défis et monumentaux et des moments de collaboration cruciaux. L'un des moments clés qui s'est déroulé à Kempinski Palace, Djibouti, lors de la 41e session extraordinaire de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD. L'atmosphère solennelle du sommet reflétait la gravité et la situation au Soudan, où les conflits ont exacerbé la détérioration des conditions de vie et des installations stratégiques. Des représentants clés issus des nations telles que le Soudan, Djibouti, l'Ouganda, le Kenya, l'Éthiopie et la Somalie se sont réunis pour explorer des solutions concrètes, soutenant ainsi le processus de plateforme de Jeddah. Your Excellencies, we must recognize the momentous and positive developments in the peace and security for the IGAD region. Nous devons reconnaître les développements importants et positifs en matière de paix et de sécurité dans la région de l'IGAD, en commençant par l'initiative de l'IGAD, la paix et la sécurité dans la région de l'IGAD, de la dialogue mené par l'IGAD en marge de la 39e Assemblée extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD qui s'est tenue en juillet 2022 et qui a permis de désamorcer les tensions dans la zone frontalière commune entre la République fédérale démocratique d'Éthiopie et la République du Soudan. Cependant, Excellence, les gains que nous avons tirés de cet accord sont aujourd'hui érodés par le conflit en cours dans la République du Soudan, qui a entraîné d'immenses souffrances, des centaines de nos frères, sœurs ayant perdu la vie, des milliers ayant été blessés et plus de 1,4 million de déplacés depuis que les combats ont éclaté il y a à peu près 2 mois, le 15 avril dernier. Je salue la réaction rapide de vos excellences, sages et concernés, des chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD qui ont convoqué un sommet d'urgence le 16 avril, moins 24 heures après le début des hostilités, pour répondre à cette situation et s'efforcer de la contenir. L'année 2023 a également été marquée par des inondations dévastatrices causées par des fortes pluies El Niño en Corne de l'Afrique. Près de 2 millions de personnes ont été déplacées en Somalie et la perte tragique de 110 millions de vies a laissé les régions endeuillées. Le sommet a servi de plateforme pour aborder ces défis humanitaires, réunissant des représentants des Nations Unies, de la Ligue des États arabes, des États-Unis, de l'Union européenne et la présence notable du président de la Commission africaine, Moussa Faki. Le chef de l'État, son Excellence Ismaël Guelleh, président de l'IGAD, a précisé qu'il était temps de conjuguer une grammaire commune et joindre les efforts pour trouver une solution. J'ai le grand plaisir de souhaiter à chacun d'entre vous une chaleureuse bienvenue au 14e Assemblée ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD. Excellences, chers frères, votre présence ici aujourd'hui témoigne de notre engagement collectif en faveur de la coopération régionale, de la paix et du développement. Comme vous le savez, depuis sa création par nos pères fondateurs, il y a près de 40 ans, l'IGAD a servi de plateforme indispensable pour élever et faire face aux nombreux défis auxquels nous sommes confrontés, qu'il s'agisse de l'intégration économique, du changement climatique, des menaces sécurité ou des conflits régionaux. Ces réunions nous offrent donc une occasion unique d'engager un dialogue ouvert et constructif sur les questions qui importent pour nos nations et nos peuples. Excellences, Mesdames et Messieurs, depuis notre dernière réunion il y a 4 ans, beaucoup de choses ont changé dans notre région et dans le monde. Nous avons la responsabilité de guider nos nations à travers ce temps difficile vers le développement, la paix et la stabilité. En effet, pour relever ce défi, il faut un leadership audacieux, des solutions innovantes et une vision commune qui va au-delà des frontières et de l'idéologie. J'espère donc au cours de ce sommet que nous engagerons dans les discussions solides, fructueuses. On doit pas négliger aucune piste dans notre quête d'idées novatrices et de résultats tangibles. Les décisions que nous prendrons, les accords que nous conclurons, les engagements que nous prendrons façonneront l'avenir de nos nations. Au-delà des tragédies humanitaires, le sommet a mis en lumière la crise persistante au Soudan, où plus de 10 000 vies ont été perdues et 7 millions de personnes ont été déplacées depuis la mi-avril. Les délibérations ont été chargées d'émotions et la volonté collective, symbolisant une lueur d'espoir pour l'avenir des régions. Les nations de la Corne ont salué les efforts déployés lors de ces sessions cruciaux de l'IGAD, où les leaders ont confronté l'adversité avec résilience. Les résultats de ces délibérations résonneront dans les mémoires, établissant peut-être une trajectoire de reconstruction et de collaboration dans la Corne de l'Afrique en 2024. L'année 2023 restera gravée dans une période où les vies
se sont élevés pour affronter les défis, soulignant la puissance de l'unité face à l'adversité. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a posé un pas sur le sol de Nairobi, capitale du Kenya, en vue de participer à la 5e réunion sémestrielle de coordination économique de l'Union africaine. Ce rendez-vous continental a revêtu une importance particulière axée sur une évaluation approfondie de l'état d'avancement des groupements économiques régionaux par rapport aux objectifs stratégiques de paix, d'intégration et de développement fixés par l'Union africaine. Le sommet a promis des échanges fructueux propices à l'adoubement et aux ajustements nécessaires des projets à l'échelle des pays et des régions. Au-delà de l'évaluation, la réunion semestrielle de coordination économique a servi de plateforme pour observer, apprécier et analyser la véritable aptitude des pays, des régions à aligner leurs efforts sur les objectifs centraux de l'Union africaine. Une attention particulière a été accordée à l'état du groupement et des mécanismes régionaux d'Afrique dans la mise en œuvre des objectifs définis par l'agenda 2063. Les foyers de tension, qu'ils soient inter- ou inter-États, injectent instabilité et division et entravent notre marche vers le progrès. La dynamique conduisant à une paix durable dans la sous-région ne peut venir que des décideurs et des peuples eux-mêmes. C'est pourquoi je souhaiterais d'emblée exprimer ma profonde reconnaissance pour le rôle vital que jouent d'éminents dirigeants africains dans le règlement des différents conflits dans notre continent. Je tiens en particulier à saluer le leadership de son Excellence Uhuru Kenyatta, ancien président de la République du Kenya, de son Excellence Phumzile Mlambo Nguka, ancien président de la République d'Afrique du Sud, et de Workene Gebeyow, secrétaire exécutif de l'IGAD. Le 2 novembre 2022, à Pretoria, les négociations menées par ces éminents leaders ont abouti à la signature de l'accord de cessation des hostilités entre le gouvernement éthiopien et le Front populaire de libération du Tigré. Je voudrais à ce stade exprimer ma gratitude au président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Moussa Faki, et à son Excellence Olusegun Obasanjo pour leur engagement et dévouement. Le rôle de l'Union africaine comme facilitateur dans ce processus a été déterminant. Nous saluons aussi l'appui du gouvernement des États-Unis, dont la contribution a été cruciale pour faire progresser le processus de paix. Par ailleurs, je tiens à exprimer notre sincère gratitude à la République du Kenya pour avoir accueilli la réunion de suivi entre les hauts commandants du gouvernement de la République fédérale d'Éthiopie et du Front de libération du peuple du Tigré. En tant que président de l'IGAD, je vous assure de notre engagement inébranlable à mettre pleinement en œuvre les dispositions de l'accord de Pretoria. L'IGAD, en collaboration avec toutes les parties prenantes, contribuera à soutenir et à suivre le processus de mise en œuvre afin de garantir la réalisation d'une paix, d'une stabilité et d'un développement durable en Éthiopie. C'est dans ce même esprit et parce que nous sommes profondément préoccupés par l'escalade de la crise au Soudan que le 14e sommet ordinaire de l'IGAD, qui s'est tenu à Djibouti le mois dernier, a mis en place un groupe de pays du quartet et adopté une feuille de route pour la résolution du conflit.
Le groupe du Quartet s'est réuni à Addis Abeba la semaine dernière afin de discuter en profondeur de la situation au Soudan ainsi que de la mise en œuvre de la feuille de route. Comme toujours, l'étroite collaboration avec l'Union africaine a été déterminante pour harmoniser les efforts et trouver une solution pacifique et rapide à la crise soudanaise, et nous continuerons à œuvrer dans ce sens. Excellence, après des années de tragédie et de chaos, la Somalie est sur la bonne voie. En effet, nous saluons la stratégie nationale de stabilisation qui donne son nouvel élan aux efforts visant à rétablir l'autorité de l'État et appelons la communauté internationale à soutenir ce processus géré et dirigé par les Somaliens et qui sert de base à une transition réussie à une paix durable en Somalie. En outre, je profite de cette occasion pour féliciter le président Hassan Sheikh Mahmoud pour sa récente initiative de mettre en place un cadre légal pour les partis. En effet, la réunion de concertation de 2 jours entre le gouvernement fédéral et les anciens politiciens a été la première dans son genre et une avancée politique historique. Toutes ces avancées ont été rendues possibles grâce à l'effort et à l'engagement collectif des autorités somaliennes, de l'Union africaine à travers le soutien apporté par la MISOM et maintenant l'ATMIS, ainsi que par les partenaires internationaux. Toutefois, ne l'oublions pas, l'ATMIS est une mission de 2 ans, avec une fenêtre étroite pour terminer notre travail, mais nous continuerons à lutter afin de sécuriser le financement nécessaire. Ce déficit financier, s'il n'est pas traité de manière adéquate, pourrait gravement limiter sa capacité à s'acquitter de sa mission et à établir un retrait coordonné d'ici fin 2024. Le Fonds de la paix de l'OUA doit être sollicité pour combler ce déficit tout en continuant à faire le plaidoyer auprès de nos partenaires traditionnels. Nous saluons par ailleurs les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'accord revitalisé et félicitons particulièrement de l'engagement de notre frère, Son Excellence le Président de la République du Soudan du Sud, Salva Kiir Mayardit, pour mener à bon port la période de transition en vue de la tenue des élections de décembre 2024. Enfin, je tiens à souligner que le retour de l'État d'Érythrée au sein de l'IGAD marque une étape importante. J'aimerais conclure mon propos sur une note d'espoir, car nous croyons fermement qu'ensemble, nous pouvons réaliser pour nos peuples un avenir où règne la paix et la prospérité. Je vous remercie de votre attention. Une décision cruciale a été prise pour consacrer une partie du sommet aux voies et moyens permettant une mise en œuvre efficiente dans la zone de libre-échange économique et commercial de l'Afrique. Le président Guelleh, participant à double titre en tant que chef d'État et président en exercice de l'IGAD, a été le porte-voix principal des décisions engageant l'organisation régionale. En marge des travaux, le président Guelleh s'est entretenu avec les responsables politiques du Kenya, dont le président William Ruto, ainsi que ses homologues africains présents. Accompagné d'une délégation importante comprenant le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, l'ambassadeur de Djibouti au Kenya et d'autres hauts fonctionnaires. Le président Guelleh a également été accompagné par le président de l'autorité des ports et zones franches de Djibouti, Aboubakar Marhadi, dans ce voyage d'exploration d'Afrique à Nairobi.
Cette grande cérémonie a eu lieu au cœur de la nouvelle cité où le chef de l'État a été accueilli notamment par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed et la ministre du Logement et de la Ville, Madame Amina Abdi Aden, en présence de plusieurs membres du gouvernement. L'inauguration de ces 440 logements constitue le franchissement d'une première phase d'un vaste projet de construction de plus de 1000 habitations, toujours piloté par Arilos. Pour le président Guelleh, la mise en place de logements sociaux et l'extension du droit à la propriété foncière renforceront l'harmonie sociale en offrant des opportunités de logement et de propriété équitables à tous. Depuis plus d'une décennie, la politique sociale du chef de l'État axée sur l'accès à la propriété s'intensifie. Plusieurs projets de même nature ont été réalisés. Il s'agit en tout de 55 bâtiments de 4 étages, y compris le rez-de-chaussée, composé d'appartements de type F3 et F4. Ces nouveaux logements ont été conçus pour allier confort et durabilité et prévoient l'aménagement des espaces communs de loisirs comme des aires de jeu ou encore un marché afin de faciliter aux habitants leur approvisionnement par exemple des denrées alimentaires. Financé avec l'appui du Fonds arabe pour le développement économique et social, cette réalisation des grandes envergures constitue sans aucun doute une vraie bouffée d'oxygène pour les 440 familles bénéficiaires. La ministre du Logement et de la Ville, Madame Amina Abdi Aden, n'a pas manqué de rappeler dans son intervention à la cérémonie inaugurale que des projets similaires sont planifiés pour répondre aux besoins de plus en plus grandissants de logements. Je suis vraiment très contente d'avoir aujourd'hui assisté à l'inauguration de la première phase des 1000 logements, qui consiste en la construction de 440 appartements. On est d'autant plus heureux parce que ce sont 440 familles djiboutiennes qui vont bénéficier de ces logements. Lesquels logements ont été réalisés avec un niveau de construction et des standards internationaux qui sont respectés. Vous avez vu que les routes ont été calibrées pour qu'il y ait une ville moderne, un pôle urbain moderne qui sort de cette zone de PK13. Et ce sont aussi des logements qui ont été construits selon les principes bioclimatiques, c'est-à-dire qu'il y a une ventilation qui a été étudiée pour que les familles n'aient pas à dépenser beaucoup d'argent dans l'électricité, donc dans la climatisation de ces maisons. C'est un projet qui va compléter tout le processus de construction de logements pour les familles à revenus moyens ou revenus faibles. Comme le président l'a souligné, nous sommes loin de l'objectif qui était un logement pour chaque Djiboutien, mais je pense que nous avons commencé, les fondations ont été posées pour que la politique et la feuille de route que le président nous a assignée soient atteintes dans les années qui viennent. Mais comme le président l'a souligné aussi, chaque fois qu'il y a une personne qui naît, elle vient avec des besoins et la population est en train de croître. Donc la politique du logement, elle est construite sur l'accroissement de la population. La forte croissance démographique et l'urbanisation importante et les difficultés d'accès à la propriété pour la grande majorité de nos citoyens, notamment les familles à faible revenu. C'est pourquoi le gouvernement s'efforce d'augmenter l'offre de logements et des terrains en fonction de revenus. À cet effet, le gouvernement, avec l'initiative et le soutien direct du chef de l'État Ismaïla Omar Guelleh, place le développement du logement social au cœur de ses priorités, comme l'a souligné le numéro 1 djiboutien lors de la cérémonie inaugurale. Le président de la République s'est exprimé au micro de la presse en déclarant l'importance pour notre nation d'accompagner chaque individu à travers les différentes étapes de sa vie, y compris le mariage. Il a affirmé que c'est notre devoir de mettre en place tous les éléments nécessaires pour cela, qu'il s'agisse de la santé, de l'éducation ou du logement. Nous sommes particulièrement tenus de continuer à investir dans le domaine du logement, étant donné que notre population est en constante croissance naturelle. La réalisation de ce vaste ensemble de maisons renforce notre engagement crucial dans un secteur vital, car le logement constitue une condition essentielle à tout projet de vie. Lancé en 2018 par le chef de l'État en personne, les travaux se sont achevés et le résultat est concluant. Les premières familles se sont déjà installées depuis quelques mois avec la profonde conviction qu'elles sont désormais épargnées du calvaire à de la simple location.